Ici Stéphanie Dubé. Et Alexandra Joyal. Bienvenue sur le podcast La Grande Vision. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de La Grande Vision. Alors aujourd'hui, sur ce podcast-ci, on va vous parler des types de leadership. On va également vous parler un petit peu plus de l'humain qu'il y a derrière, en fait, la personne qui est en posture de leadership. C'est surtout ça qui nous intéresse. Dans les épisodes qui s'en viennent, on va vous parler de la gestion émotionnelle, on va vous parler des dynamiques relationnelles, mais ici, aujourd'hui, on va vous parler des différents types de leadership, mais également des habiletés pour être un bon leader. Alors, qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les qualités premières qui est très, 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 disons, nécessaire à avoir quand on est une personne en posture de leadership? Et je suis toujours avec ma collègue, amie Stéphanie Dubé. Bonjour Stéphanie. Salut Alex. Comment ça va Ça va aujourd'hui? bien. Ça va bien. Es-tu prête pour ce podcast-ci où on va Ben- parler des types de leadership? Vraiment, c'est tellement important. Puis, j'aimerais ça que peut-être tu dises aux gens qu'est-ce qui nous a amené à vouloir parler de ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a envie de parler des différents types de leadership, mais aussi des qualités d'un bon leader? En fait, je vais d'abord ramener chacun dans sa réalité de leader, dans sa réalité de personne peut-être en posture d'autorité. Le fait de marcher ce chemin-là et de devenir un jour dans sa vie cette personne-là en posture d'autorité, peu importe que ce soit parce qu'on est un parent, parce qu'on est un enseignant, parce qu'on est un thérapeute ou qu'on a une entreprise, le chemin se dessine, puis à un moment donné, on réalise qu'on marche le chemin du leader. Tu sais. Et là, ben, on se met à se regarder parce qu'évidemment, on se transforme, on développe des nouvelles habiletés, des nouvelles connaissances. On s'intéresse à ça aussi parce qu'on veut bien le faire. C'est pas inné, le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, ça nous demande de la connaissance, ça nous demande parfois de se former, ça nous demande de s'y intéresser. Donc, évidemment, ça commence par ça, je crois. Puis, évidemment, encore une fois, dans mon histoire à moi, toi, c'est peut-être différent. On verra où ça va pour toi, mais à un certain moment, je me suis tournée vers les gens qui avaient été en autorité sur moi dans ma vie. Euh, il y a d'abord eu mes parents, ensuite, il y a eu des emplois, puis entre ça, il y a eu des enseignants aussi. J'ai eu de très bons enseignants, j'ai eu des enseignants qui étaient peut-être de très bons pédagogues, mais médiocres en termes de posture d'autorité. Au travail, même chose, j'ai eu de bons cadres, de bons boss, et j'ai eu aussi des gens qui avaient clairement pas marché le chemin, je crois, le chemin qui est celui de la gestion des émotions et de la compréhension de la psychologie humaine. Et ça paraissait dans tout l'environnement, la toxicité de l'environnement. Donc, moi, c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser à ce sujet-là. Oui. Je vais donner un exemple personnel. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître à travers leur histoire à eux. Quand j'étais jeune, autour de 16, 17 ans, là, après le secondaire, entre le secondaire, un peu ma vie de cégep, j'ai été caissière dans une pharmacie. Donc, un peu comme un emploi étudiant qu'à peu près tout le monde, on va goûter un jour ou l'autre. Oui, exact. Et déjà, je peux quand même me donner ces habiletés-là ou ces aptitudes-là. J'étais déjà quelqu'un qui aimait ça quand on me donne de la responsabilité. Je suis quelqu'un je peux très bien effectuer des tâches qu'on me donne, mais j'ai vraiment du plaisir si on voit en moi la leader que je suis, ce qui veut dire, donne-moi une liste, je vais te la faire. Tu pourrais me donner de la gestion. Dès que j'avais de la liberté pour gérer, j'étais beaucoup plus heureuse dans mon travail que si j'étais D'exécuter. une exécutrice de quelque chose de très routinier. Fait que déjà là, dans le leadership, j'avais pas de mots à mettre là-dessus à l'époque, mais je le vois aujourd'hui que c'était déjà en moi ce côté « donne-moi-en ». Moi, je veux des responsabilités. C'est souvent avec la responsabilité qu'on le voit, j'ai de ça en moi. Mais bref, le sujet, c'est pas ça pour le moment. J'avais une chef caissière. Cette chef caissière-là, évidemment, elle avait assurément des aptitudes dans l'organisation de la planification des horaires, distribution des tâches, savoir est-ce que tout le monde est à son poste, distribuer les tâches du matin, s'assurer que tout le monde punch à l'heure, tu sais, des choses. Puis sûrement qu'elle avait des tâches que je connais pas en administration aussi. C'est pas là-dessus le problème. C'était au niveau de sa maîtrise émotionnelle, c'était au niveau de son intelligence émotionnelle. À l'époque, j'ai pas de mots à mettre là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est à l'époque, je suis terrorisée de cette chef caissière. Parce que C'est une personne qui ne se maîtrise pas dans ses émotions. Donc, si elle a un irritant, c'est la colère qui va monter immédiatement, puis ça va être nommé avec je crie, je sacre, je dévalorise, peu importe. Ouais. Et des fois, c'était des détails comme je balance pas de 2 sous, là. Tu sais, mais c'était ça, c'était cette émotion-là qui prenait le dessus. Et moi, à cette époque-là, j'avais pas fait le travail que j'ai fait sur moi depuis maintenant une vingtaine d'années. J'étais complètement impuissante, soumise à l'autorité et incapable de voir qu'en fait, cette personne-là n'était pas en maîtrise.
J'avais pas de mots sur ça. Là. J'étais juste dans « Mon Dieu, je dois avoir fait quelque chose de grave », puis je suis terrorisée. Donc, ça faisait en sorte que j'avais peur d'aller au travail, mais je faisais très bien mon travail, mais j'avais peur de la croiser, elle. Je ne savais pas comment j'allais l'aborder. Quand je l'abordais, là, en dedans, là, ça me prenait tout mon petit change. Mm. Tu sais, ça, pour moi, c'est un problème dans plusieurs départements, d'entreprises. Là, c'est un exemple. Tellement. Mais c'est là, puis c'est là à plusieurs niveaux. Là. C'est pas seulement dans mon histoire, dans la pharmacie Non. avec une chef caissière. Puis je pense que c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est de comprendre que c'est pas parce que tu es dans une posture de gestion ou c'est pas parce que tu es dans que ce soit un professeur, que tu sois un patron, que tu sois juste un entrepreneur, tu as une petite entreprise de lavage de fenêtres, peu importe c'est quoi. Dès que tu es dans une posture d'autorité, ça veut pas dire que tu te connais et que tu es capable de bien gérer et de bien gérer humainement parlant, dans le sens de la gestion humaine, les gens en dessous de toi, les employés, les collègues, les élèves, peu importe. Puis c'est ça qui nous intéresse le plus, Oui. parce que tu peux aller dans une école de gestion, d'entrepreneuriat, de HEC, tu peux faire partie, tu peux comprendre toutes sortes de techniques de gestion, mais si tu n'es pas capable de bien gérer humainement ton équipe, de bien te gérer toi quand tu es en compagnie de des employés, des clients, des étudiants, des gens qui se désorganisent, bien là, tu peux faire des écueils et des dégâts. Puis c'est ça qu'on va parler surtout dans Oui. le prochain épisode, mais quand même, c'est là. Puis c'est là-dessus que repose le plus la toxicité dans les environnements de Oui. travail. Là. Tu sais, ceux qui vont dire j'ai fini par faire un burn-out, Oui. c'est hyper toxique les relations. C'est de la psychologie humaine qui est derrière ça, Tellement. bien souvent. Puis on n'est pas en train de dire que le cadre n'est pas important, que la personne n'a pas besoin d'être super consciencieuse dans la planification, l'organisation. On le sait, les gens qui sont dans des postures de leadership, d'entrepreneuriat ou autre, ils ont besoin d'avoir des aptitudes dans ce qui est planification, stratégie, voir l'ensemble. Le marketing, tout Donc, ça, oui. on prendrait quelqu'un qui est fort en relations humaines, mais qui ne tient pas de cadre, qui est tout désorganisé, qui n'est pas structuré, ça ne le ferait pas plus. Exact. Sauf qu'on est comme un petit peu tanné comme société. En tout cas, moi, Ouais. je me prononce, c'est mon opinion, que ce soit un ou l'autre. Ouais. Puis souvent, celui qui n'est pas là, c'est celui des sciences humaines, c'est Exact. celui des relations humaines, c'est celui de la psychologie. Et pour ça, je pense qu'il faut que la personne en posture d'autorité le réalise, Oui. aille se former ou soit suivie, soit se fasse coacher. Ça existe, il y en a plein. Oui. J'en suis une, t'en es une, on est des coachs, t'as une école où t'enseignes ça. Donc, c'est là de plus en plus. On appelle ça un type de leadership plus conscient, transformationnel qu'on va Oui. parler, qu'on va élaborer. Puis je veux juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, puis que je me suis souvenue d'un souvenir. Moi, j'ai travaillé dans le milieu des bars, début de vingtaine, quand j'habitais à Montréal. Et un bar très connu à l'époque. Et j'avais le propriétaire du bar, que je ne nommerai pas, était quelqu'un qui avait des difficultés relationnelles énormes puisque c'était un Asperger. Et il le savait lui-même, là, c'était connu, mais tout ce qui est en trait de relation humaine, là, il y avait énormément de difficultés à communiquer ces choses. C'est le genre de personne où moi, à un moment donné, je suis derrière le bar, il y a plein de gens, c'est un bar qui roulait énormément. Puis à un moment donné, mon patron il arrive devant moi et il se met à me crier après « T'as pas d'allure, là, là, là! » Puis là, il se met à me dévaloriser devant tout le monde. Et là, moi, je regarde puis je suis rendue habituée, mais je sais dans ma tête que c'est complètement inadéquat, c'est complètement toxique. Il est en train de faire peur aux clients qui sont là. C'est lui qui a l'air, excusez, mais un peu fou, parce que c'est lui qui se met dans cet état-là, un peu comme un enfant qui se désorganise. Puis là, moi, à un moment donné, je subis, entre guillemets, ça. Et à un moment donné, il m'a refait le coup et j'ai quitté. En plein milieu de mon chiffre, j'ai quitté en disant, c'est terminé. Moi, de travailler avec quelqu'un qui est toxique comme ça, qui est dévalorisant comme ça, c'est terminé. Et pourtant, cette personne-là avait un bar, ça roulait beaucoup, rentrait beaucoup d'argent. Il était capable d'avoir plein d'employés. Il était très compétent dans sa gestion de stock, d'horaire, de paye, tout ça. Mais pas du tout là dans sa gestion émotionnelle et d'employés. Puis j'aime ça ton exemple, Alex, parce que ça nous ramène un petit peu au chemin de chacun. On n'a pas la même enfance, on n'a pas eu les mêmes dynamiques familiales, on ne vient pas du même milieu. Et tu vois, toi, à 17 ans, 18 ans, qui est probablement à peu près l'âge, tu avais peut-être 20, mais ça reste que c'est des âges de post-adolescence, début adulte, là. Tu as été en mesure de faire « et moi, je quitte ». Tu as été en mesure de voir c'est toxique, c'est non négociable, c'est non ça. Moi, j'étais pas capable à 17 ans de faire ça. Moi, je le voyais pas.
Moi, ce que je voyais, c'est on a peur de l'autorité parce que j'ai pas la même histoire. Ouais. C'est pour ça qu'on s'intéresse tellement, toi et moi, à la relation d'aide, notre job qui est d'être coach et thérapeute et tout ça, parce qu'on amène les gens à devenir beaucoup plus autonomes au niveau affectif pour être en mesure de voir quand c'est inadéquat et de dire soit je le nomme clairement parce que j'ai des mots à mettre là-dessus qui est OK, ici, ça ne fonctionne pas, on ne va pas se parler de cette façon-là. Et donc, peut-être que l'autre va faire Hey, effectivement, je ne m'étais pas vue, je m'excuse. Puis on reprend ça parce que des fois, ça peut le faire. Oui. Mais si l'autre ne veut pas se responsabiliser dans sa notion de connaissance de soi puis de gestion émotionnelle, de faire je quitte. Ce que moi, j'ai jamais fait, en fait. J'ai fini par quitter, mais j'ai quitté parce qu'il y avait autre chose. J'endurais, moi, ces choses-là. Mhm. Je les acceptais. Puis aujourd'hui, je vais faire un autre petit bond avant qu'on aille dans les types de leadership. J'éduque mes enfants à être autonomes dans leur aspect affectif et de s'affirmer, en fait, face à n'importe quelle sorte d'autorité. Le côté négatif, c'est que des fois, mes enfants dérangent. Oui. Parce qu'ils ont une conscience de la psychologie humaine, puis ils voient des choses, des fois, que l'adulte en autorité ne voit même pas. Mm. Puis ils doivent, quelque part, accepter que, effectivement, tu es impuissant parce que dans ton rôle d'enfant, tu n'auras pas le choix d'écouter cette personne en posture d'autorité. Même si tu as bien raison dans ce que tu m'amènes, ça n'a pas de sens ce qu'elle t'a dit. Puis je sais que tu vis la même chose de ton côté parce qu'on élève nos enfants en conscience puis on leur donne beaucoup d'enseignements de psycho. Ils sont tout petits, là, tu sais, je veux dire, j'en ai une qui a 12 ans, j'en ai deux autres qui ont 15 et 17, mais déjà, là, des fois, j'ai des discussions avec eux, là, puis je leur dis, est-ce que tu sais que l'adulte qui est devant toi ne sait pas ça? Mhm. Et je t'entends. Je suis désolée que tu aies à vivre ça, puis que tu sois impuissant, mais je te valide dans ce que tu me ramènes à la maison. Puis là, tu vas devoir accepter que c'est ça, mettons, pour le moment. À moins que ce soit vraiment inadéquat, je vais intervenir. Sinon, on ne peut pas le faire parce que c'est partout, Alex. C'est partout. Puis c'est super difficile de dire à notre enfant, ouais, ce que tu m'amènes, effectivement, tu as raison, tu n'as pas tort. Mais là, tu es dans une posture où c'est toi l'enfant. Et oui, il y a une certaine impuissance. Mais je me souviens que mon fils, à un moment donné, il me dit, maman, ce qu'elle m'a dit, c'était complètement dévalorisant. Et je lui ai dit. Ça veut dire que lui, il a répliqué. Il l'a nommé. Madame, c'est très dévalorisant comment vous venez de me parler. Oui. Et elle a levé les yeux dans les airs en disant, ben oui, c'est ça. Oui. Mais mon fils, si ce qu'il me rapporte est vrai, il était à la bonne place. Oui. Et l'enseignante, effectivement, dans ce qu'elle a nommé, c'était pas bien nommé. Mais on en fait. Ce qu'on est en train de dire, Oui. c'est qu'on n'est pas parfait. Personne, Non. ni toi ni moi dans nos rôles. Moi, dans mon rôle de mère, je suis clairement pas parfaite. J'ai fait des dégâts. Il y a des choses que j'ai dit qui valaient pas la peine d'être nommées Oui. comme ça. On glisse des fois. Oui. Ce qui est important, c'est en général, est-ce qu'on est capable de se voir? Est-ce qu'on est capable de rattraper ça? Oui. Est-ce qu'on est capable d'avoir des discussions avec les gens concernés? Quand Oui. ça arrive, ça, c'est important et on veut Oui. amener de la Ça conscience. devient un choix parce que l'enseignante, elle est formée en pédagogie. Oui. Elle a fait un bac en enseignement, peut-être une maîtrise. Fait que c'est ça sa job. La personne qui étudie dans les HEC ou les gestion des ressources humaines, elle a appris ça, c'est ça sa job. Le thérapeute apprend la job du thérapeute. Sauf que malheureusement, la psychologie humaine devrait faire partie de tous les jobs de leadership. Puis c'est pas le cas parce que, à moins de devenir du monde de la psycho où tu l'as, bien, c'est pas là dans les autres. C'est abordé un petit peu, j'imagine bien qu'ils parlent de communication puis d'écoute, c'est une base, là. Mais c'est tellement plus que ça. Fait que ça devient vraiment un choix personnel de dire, parce que j'ai un rôle de leader, ou même j'ai un rôle de parent, là, ça pourrait partir de là, je vais aller me former en psychologie humaine. Je dis pas de devenir des psychologues, d'étudier à la maîtrise en relations humaines, mais une base nécessaire pour vraiment comprendre notre fonctionnement. Mais tu sais, je vais m'arrêter ici parce que Oui. ça va être dans une autre... Mais dans un oui, autre puis podcast. nous autres, hein, on sait, hein, quand on est partis, Oui. c'est là qu'on le voit, c'est vraiment un sujet Oui. qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on parle de leadership. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un podcast. Et voilà. OK, donc si on essayait juste d'aller un peu dans, très, très, très brièvement, c'est quoi le leadership? Bien, c'est une personne qui amène des gens avec elle vers un objectif commun. Oui. C'est quelqu'un qui est dans une posture d'autorité, qui a une vision de s'en aller à quelque part, que ce soit une entreprise, que ce soit elle comme travailleur autonome, qui a une vision de développer ses services, de développer des projets et de collaborer avec d'autres personnes aussi. Elle initie un mouvement, elle inspire, elle amène des gens à converger vers un but commun. Puis elle est capable autant de déléguer, de créer toutes les structures qu'il faut pour y arriver, en même temps qu'elle gère l'équipe, les relations humaines. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans le leadership, en fait. Exact. Là. Donc, en tout cas, en gros, Oui.
Je pense que les gens ils ont compris. J'avais lu dans un livre où il y avait toute l'acrostiche du mot leader, L-E-A-D-E-R avec un S, comme au pluriel. J'ai trouvé ça intéressant, fait que je le nomme aux auditeurs qui nous écoutent, ça pourrait vous parler. Le L, c'est en anglais, mais je vais le traduire. Le L pour looking and listening, dans le sens de un bon leader a une bonne capacité d'écoute et d'observation. Il est capable de voir les opportunités, il est capable d'écouter les problématiques, il est capable d'être à l'affût de ce qui se passe dans son équipe ou en lui. Donc, on va en reparler. Puis moi aussi, je vais faire un petit... je m'arrête un instant avant que tu continues. Effectivement, on va en reparler, mais c'est facile d'écouter si on n'est pas déclenché. Mm-hmm. Le travail, hein, en soi, c'est ça. C'est quand la discussion va nous mener à quelque chose qui nous déclenche. Est-ce que je suis encore capable de rester à l'écoute dans une communication saine? On va y revenir. Yes. Super. Après ça, il y a le E pour emotional bounding, qui est la personne en leadership est capable de développer des liens affectifs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une chaleur humaine, qui est capable de s'intéresser réellement à ses clients, à ses collègues, aux gens qui travaillent avec lui. Il y a quelque chose qui se passe dans le leader, il y a quelque chose de l'ordre de un sentier émotionnel, un lien à créer avec les gens. Il y a le A, donc je suis toujours en train d'expliquer le leader, L-E-A pour awareness, qui est la conscience. Un leader est capable d'avoir conscience. C'est comme d'être capable d'avoir une vue d'ensemble, de développer la conscience de ce que lui vit, ce que les autres vivent, ce qui se passe au sein de l'organisation. Il y a cette capacité-là aussi de développer. Puis pour l'avoir, la conscience, il faut qu'il y ait l'intérêt de l'avoir, ce qui veut dire j'ai envie soit de continuer à me former, soit je m'intéresse, soit je me regarde constamment pour m'améliorer. Tu sais, la conscience, elle ne vient pas automatiquement en un jour. Non. Elle se développe à travers des écueils, des erreurs. On évolue, on se voit, puis on va chercher ce qui nous manque. Mais il y a une histoire à vivre pour développer la conscience. Tout à fait. C'est pas nécessairement jour 1, mais il y a quand même des gens qui ont une prédominance. On le sait, c'est comme dans les personnalités. Des fois, tu as une prédominance de dire « Ah, c'est plus facile pour telle personne de le voir ». Il y en a pour qui ça va se développer au fil de leur expertise. Un peu comme dans l'empathie. Il y a des enfants qui l'ont pratiquement de naissance, même si on se dit que ça se développe, là, puis que c'est censé être appris. Mais il y en a qui l'ont. Ils arrivent avec une hypersensibilité. Puis il y en a d'autres que, on travaille fort pour développer la conscience de l'autre. Hein? Ça va être dans l'éducation que ça va se faire. Il y en a qui ont des traits qui sont déjà là, puis il y en a qui c'est vraiment à développer, à apprendre. Ouais. Exactement. Ensuite, il y a le D, donc leader. Le D pour doing. Donc, un bon leader va faire des actions. Pas tout le temps parfaite, des actions qui... il va prendre des risques, il va oser faire différentes choses, même si peut-être c'est pas parfait, même s'il manque des choses, même s'il se trompe, même s'il va peut-être faire des erreurs, mais il y a des actions de prise. C'est des gens qui vont passer à l'action. Le E pour empowerment, qui est l'autonomisation. Un leader est capable d'être autonome, est capable de s'auto-déclencher. Comment je pourrais dire ça? De s'auto-motiver, s'auto-gérer, exactement, s'auto-motiver à mettre des choses en place, à créer des projets. Il n'y aura pas besoin de se faire nécessairement l'idée par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est capable de se dire « Bon, OK, ce matin, je fais ça », de faire un plan de match, de mettre son agenda à jour, d'initier des trucs. Donc, ça demande de la confiance en soi. Ça demande de la confiance. R pour responsibility, on peut dire tout simplement en français responsabilité, donc toute la responsabilisation. Un leader, même s'il délègue, on va en reparler, il est capable de prendre responsabilité sur ce qu'il fait. Oui. Ses actes, ses paroles, ses gestes, ses choix, ses décisions. Un vrai leader va se responsabiliser. S'il fait une erreur, il va être capable de prendre le blâme, entre guillemets, ou le chapeau. Si ça fonctionne bien, il va être capable de se le donner, mais également de le donner à son équipe. Donc, il y a une responsabilité qui est là, puis il va se responsabiliser aussi, qu'on va parler dans ses émotions. Et le S, pour leader au pluriel avec un S, pour synchronicité. Ça, c'est intéressant parce que c'est comme de dire un bon leader va être capable de voir les opportunités et de voir le sens de la synchronicité des choses en disant « Ah, c'est drôle, cette personne-là me dit ça. Moi, c'était déjà là dans ma tête. Ah oui, OK, je fais le lien. Et là, il y a une porte qui vient de s'ouvrir là. » Un bon leader est capable de percevoir ce genre de choses-là. Va voir les synchronicités de la vie. Ah, c'est pas pour rien, ça fait 3 fois qu'on me demande d'offrir tel service. OK, je pense que là, c'est un bon moment. Il va voir les opportunités. Tout en étant conscient du timing. Puis des fois, on le voit, puis c'est pour un peu plus tard, mais il est capable justement de ne pas être dans l'impulsivité de ce qu'il voit, mais de l'utiliser au bon moment. Oui. Donc, une conscience, encore une fois. Exactement. Globale.
tout à fait. Donc, ça, c'était pour mon petit acrostiche de leader. Ouais. Il y a aussi, tu sais, tout plein d'autres aptitudes qu'on peut nommer juste en général pour ramener les gens. Puis, j'ai le goût de poser une question aux gens qui nous écoutent. Tout ce que je vais nommer, tout ce qu'on va nommer dans les habiletés, essayez de voir c'est quoi pour toi, c'est quoi la qualité que tu as l'impression en ce moment qui est la plus dominante dans ta posture de leadership, que ce soit comme parent, comme mère, comme père, comme enseignant, comme travailleur autonome, comme entrepreneur, peu importe. Quelle qualité dans celle ici qu'on va nommer qui te semble être le plus dominant pour toi? Oui. OK? Donc, essayez de l'écouter en vous observant. Oui, c'est ça. Mon... Ou en observant quelqu'un qui serait en ce moment en posture d'autorité dans votre contexte de vie. Et si vous êtes bien ou moins bien, peut-être que ça va vous donner des indices de il y a des réponses là-dedans sur pourquoi je ne suis pas bien dans mon environnement en dessous de cette personne en autorité. Oui. Des fois, c'est aussi de l'observer de l'autre sens. Une super de bonne idée. Donc, au-delà de tout ce que j'ai nommé, il y a clairement aussi la communication. Donc, une aptitude à développer quand on est en posture de leadership, c'est la communication. Oui. Pourquoi? Bien, il faut être capable de communiquer clairement nos attentes, nos objectifs à notre équipe, à nos clients, à ce qu'on veut faire, à nos enfants. C'est quoi qu'on veut? C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi le plan de match? Si on est capable de bien communiquer de manière claire, on va être capable aussi de parler des besoins de l'entreprise. On va être capable aussi, dans la communication, d'être axé sur des solutions, mais aussi d'ouvrir la communication. Ça veut dire, si je sens que je communique, ça veut aussi dire que les gens peuvent venir vers moi, que ma porte est ouverte. Donc, que tout peut se dire si c'est bien nommé, puis dans le cadre de respect aussi. C'est aussi d'installer un espace de discussion. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des leaders qui sont excellents, mais c'est comme s'il n'y a pas de place, on ne peut pas les rejoindre, c'est impossible de communiquer. Ou un peu comme ta caissière de ce que tu nommais tout à l'heure, est tellement dans sa gestion émotionnelle que je ne sais même pas que je peux aller lui parler. Il n'y a pas d'espace. En fait, il n'y a pas de confiance parce que pour pouvoir s'ouvrir en communication, il faut que la personne qui est en posture d'autorité soit réellement dans un réel accueil puis une gestion pour savoir que peu importe ce que je vais aborder, parce que c'est facile de dire on communique sur distribution des tâches. Ah oui. C'est pas très impactant au niveau des émotions. Non. Mais est-ce qu'on peut communiquer tout? Est-ce qu'on peut Exact. communiquer qu'on n'est pas bien dans un milieu? Est-ce qu'on peut communiquer qu'il y a des problématiques de relations? Est-ce qu'on peut aborder ces sujets-là et que le leader qui est là va rester calme, à l'écoute et entendre réellement pour après, oui, trouver des solutions? Mais l'écoute, est-ce qu'elle demeure là ou ça se met à être complètement désorganisé si quelqu'un est touché dans ses émotions? Ça, c'est un terrain qui n'est pas toujours stable. Oui, puis qui vient un peu avec ce que j'ai nommé tantôt dans le bounding, qui est le lien affectif. Oui. Ça veut dire qu'il faut que la personne ait de l'ouverture pour qu'on soit capable d'aller lui parler. Il y a aussi la positivité que je n'ai pas nommée. Autant la négativité peut être contagieuse dans une équipe, on le sait quand quelqu'un commence à se plaindre, quand quelqu'un est souvent marabout. Ça pollue tout. Ça pollue tout le monde. On le voit rapidement. Des fois, on arrive à une place, on est tous de bonne humeur, puis finalement, là, l'autre à côté de nous se met à chialer, se met à dire se met à parler dans le dos de quelqu'un. Ça, c'est contagieux. Mais à l'opposé, la positivité, c'est aussi contagieux. Oui. Donc, quelqu'un qui est en posture de leadership, on veut quelqu'un de positif. On veut quelqu'un qui est solution aware, qui est axé sur les solutions. On va trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on veut? On lâche pas, gang. Tu sais, mais dans de l'authenticité. Parce que si, mettons, on est juste on est positif, mais que le bateau est en train de couler, ça fonctionne pas non plus. Oui. Ça prend de l'authenticité, mais il faut quand même ressentir que la personne qui est là, elle veut nous amener à quelque part. Oui. Et cet endroit-là est positif. Oui, parce que le leader reste l'influenceur. C'est celui qui initie un mouvement puis qui tient une énergie. Exact. Alors, si ton énergie est négative, que tu es défaitiste, que tu vois le pire de tout ce qui se produit, puis c'est ça que tu émanes, ton équipe, elle ne tiendra pas l'énergie pour toi. Là, c'est à toi de le faire. Donc, quand on ne va pas bien comme leader, il faut aussi prendre le temps d'aller soit prendre soin de soi, soit aller se faire coacher, soit prendre un pas de recul. Il y a des façons de le faire. Puis on n'est pas en train de dire qu'il faut que le leader soit toujours positif, mais il faut qu'il soit conscient que s'il tombe dans du négatif, ne va pas polluer l'énergie de ton équipe, là, va te gérer, va chercher un coach, peu importe, là, et tu reviendras pour sécuriser tout ce qui est là avec la compréhension de ce que tu en as puis le chemin que tu as fait. Donc, exact. Donc, il y a ça. Il y a aussi tout l'esprit d'analyse. Un bon leader, il y a un bon discernement.
il prend des décisions importantes parfois. Donc, il faut qu'il soit capable de voir clair dans le poids de ses décisions. Si je vais là, ça va avoir tel impact sur moi, sur l'entreprise, sur les gens. Si je vais là, ça va avoir tel autre impact. Donc, ça peut avoir des répercussions importantes. Ça prend un bon esprit d'analyse puis beaucoup de discernement. De l'ouverture, l'adaptabilité, je pense qu'on en a parlé quand même beaucoup, mais est capable de s'habituer, de s'adapter à des situations qui peuvent être difficiles. Oups, tout d'un coup, ça change. Ah, j'avais prévu ça, c'est pas ça qui se passe finalement. Et il faut être capable de s'adapter, puis c'est important parce que si on est trop dans une rigidité, puis qu'on n'est pas capable de rester ouvert à l'autre, aux autres, à la situation, Oui, ça peut puis être pour ceux difficile. qui écoutent, si c'est difficile pour vous de comprendre le sens du mot ouverture, adaptabilité, ben dans le contraire, on pourrait retrouver rigidité, contrôle. Oui, C'est donc fermeture. fermeture. Oui, c'est ça. Exact. Ensuite, ben, il y a toute la fiabilité. Le leader a besoin qu'on ressente de lui qu'il est fiable, qu'il est là, qu'il est présent, que ça aille bien, que ça aille pas bien, qu'il est là au rendez-vous, qu'on peut le rejoindre, qu'on peut lui faire confiance. C'est ça aussi qui est important. Il est digne. Et fiable dans les émotions. Il est fiable dans les émotions. Ça veut dire qu'on le sait qu'on est en réunion, on le sent que ça peut peut-être le déranger, mais on le sait qu'il est capable de se gérer. C'est comme un bon leader, on est capable de se déposer à ses Ouais. côtés. On n'est pas en hypervigilance. Ouais. On est réconforté. On le sait qu'on est à la limite pris en charge. C'est comme si on le sait qu'il y a un pilote à bord. On peut être chacun responsable puis avoir reçu de façon, les choses ont été déléguées, puis là, après, on repart, puis on a chacun des nouvelles responsabilités. Des fois, on a des équipes en dessous de nous, mais ces personnes-là savent que la personne qui est le lead de tout ça est fiable et stable. Oui. Et on va en reparler parce Oui. que c'est la solidité intérieure qu'on va discuter dans Oui. un autre podcast, mais oui, on peut le Et qui nommer. nécessite de faire un travail sur soi. Exact. C'est impossible On sinon. revient à ça. On revient là. On revient à la connaissance de soi. Oui. Et la dernière chose qu'on pourrait parler, mettons, même s'il pourrait en avoir 25, là, habiletés ou aptitudes, il y a aussi toute la capacité à déléguer. Un leader, ça travaille avec d'autres personnes. Il faut que ça soit capable de reconnaître les forces de lui, c'est quoi sa zone de génie, mais aussi les talents de chacun dans son équipe et de les utiliser. S'il y a quelqu'un dans ton équipe qui est très bon dans les chiffres, utilise-le. Si telle personne est bonne au marketing, utilise-la. Si telle autre personne, il faut qu'il soit capable de déléguer, donc il faut qu'il lâche le contrôle Oui. de tout. C'est ça. Et je vais plus loin. Oui. C'est pas seulement de le déléguer puis d'avoir la capacité de voir qui va être au meilleur endroit pour être stimulé, passionné et dans sa zone de génie, sa zone de talent. Il faut plus que ça. Moi, je dis même, il faut qu'ils prennent le temps de mettre ça en mots pour reconnaître ses équipes. Ça fait tellement Oui. du bien quand, en plus, on est reconnu. C'est pas juste de dire on m'a mis à la bonne place, c'est on vient me dire ta job fait une différence dans l'équipe. Merci d'être quitté avec tes talents. Tu sais, de le reconnaître puis de mettre des mots. Parce qu'il y en a qui le pensent, mais ils ne nomment jamais. La valorisation, la reconnaissance, tous les humains en ont besoin, tout le monde. Il y en a qui ne prennent pas le temps de nommer ça. Ils vont nommer ce qui ne va pas, ils vont nommer les problèmes, ils vont nommer quand ça critique, quand il y a des choses à critiquer, mais ils nommeront pas les forces. Ça se peut qu'ils les placent au bon endroit, mais il n'y a rien qui est dit. Ouais. Fait que tu sais pas que la personne au-dessus de toi est contente. Tu sais, si on est dans une posture de leadership, prenez le temps de reconnaître les gens qui sont là, de les remercier, de leur faire sentir qu'ils font vraiment une différence. Mais il faut quand même que ça parte d'un espace authentique. Sinon, ça ne le fait pas. Il faut que ça soit senti et vrai. Là. Puis tout ce que tu as nommé est vrai et tout ce que tu as nommé fait référence aux habiletés. Ça prend de la communication, ça prend un lien affectif, ça prend de l'ouverture à l'autre, ça prend un espace de discussion, ça prend tout ça. Donc, dès qu'on tombe là-dedans, on est dans toutes les qualités du leader. Puis, je fais un pont ici sur l'aspect délégué. Même si le leader délègue, il doit toujours rester responsable de la réussite ou des échecs ou des problèmes. C'est toujours le leader qui est responsable de ses choix, de qui il a mis où, des échéanciers. Est-ce qu'il a vérifié que tout était OK, qu'il n'y avait pas de problème en place? Puis des fois, on a des leaders qui, quand les problèmes arrivent, ils vont dropper ça dans le cours de l'autre, puis ça devient celui à qui je l'ai délégué. Non, le leader, là, c'est toi en haut. Même si tu l'as délégué, tu es celui qui doit toujours rester là, pas en contrôle, pas en rigidité. C'est toute une job, en fait. Les gens ne savent pas, mais c'est comme je délègue, je laisse l'espace, je me sens sécure, je sécurise tout le monde, mais en même temps, je reste là, mais je reste pas là comme un contrôle freak. Là. Je reste là comme ça reste que je suis présent, puis je suis au courant, puis s'il arrive des problèmes, je vais m'en occuper. Ça se peut que je demande la participation de l'équipe, mais je suis le responsable.
c'est pas tout le monde qui veut porter ce chapeau-là. Non, puis quand ça va bien, Steph, c'est facile dans le sens où le leader, Ouais. ça va être un peu beaucoup grâce à lui que ça va bien. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a des bugs, quand il y a des problèmes d'argent, quand il y a un client pas content, quand il y a un employé qui quitte, c'est là où on va vraiment voir les qualités de leadership Ouais. d'une personne. Parce que le vrai leader va se tourner dans des solutions, Ouais. va assumer ce qui s'est passé, va communiquer clairement, va mettre des choses en place, va se gérer et gérer les employés autour. Ouais. C'est là que c'est plus Ouais. difficile. Puis on va en reparler ça aussi. Ouais. Donc, avant de terminer Oui. cet épisode-ci, je voulais juste nommer les 4 types de leadership, comme Mhm. 4 genres de leadership. Il y en a plein, puis tu sais, Mhm. on peut fouiller sur Google, on peut lire un paquet de livres. J'imagine qu'il y a des gens qui en ont probablement d'autres, mais ici, j'en ai sorti 4. Peut-être essayer de voir vous êtes où si vous êtes dans une posture de leadership aux gens, ou, comme Stéphanie elle l'a dit tout à l'heure, si vous avez un patron, si vous travaillez à quelque part, peu importe, essayez de voir quelqu'un dans votre entourage et Ouais. dans quel type de Ouais. leadership que je vais nommer ici. D'abord, il y a le type de leadership autocratique. Ça le dit, il y a auto, donc de moi à moi, autocratique. C'est un style d'un contrôle strict sur les employés en respectant des règles strictes. Ouais. Un exemple facile, là, Oui, pour ceux qui ont fait leur entraînement militaire, c'est autocratique. Tu ne peux pas contredire les règles, c'est comme ça. C'est la personne qui décide et en fait, si jamais tu le fais, tu vas être dans une punition, une conséquence. C'est exact. autocratique. Oui, la parole du leader est définitive. Oui. On va le voir, exemple, dans des... Ça, ton exemple est vraiment bon. Sinon, mettons des choses très spécifiques. Un usinage où le plan séquence est très important, quand même que l'employé donnerait son opinion. Il y a un modèle à suivre, c'est comme ça. Il y a des règles strictes parce que ça peut Mhm. être dangereux. Donc, tout est tac, 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 tout est bien seté au quart de tour et ça peut être très bon. Ça veut dire que c'est pas bon ou mauvais, les Oui. types de leadership. Il faut juste qu'ils soient adapté au bon endroit. Oui, et de te poser la question, si tu n'es pas heureux là, en ce moment dans ton travail, advenant que tu es un employé ou un contractuel ou quelqu'un qui n'est pas en posture d'autorité, mais que tu as quelqu'un au-dessus de toi qui est dans une façon de travailler qui est dans l'autocratique, est-ce que ça te convient? Parce que ça se peut que ce soit la façon de faire parce que c'est de l'usinage, parce que c'est militaire, parce Oui. que c'est comme ça. Alors, des fois, on ne peut pas refaire le système. On peut se dire, mais c'est pas ma place. Moi, je ne vais pas bien dans un environnement comme ça. Tellement. Puis il y a Puis des d'équité. gens qui sont... Je veux pas le dire pour que ça sonne péjoratif. On a besoin de tout genre de personnes Oui. dans la société. Il y a des gens qui vont être très bien dans un rôle d'exécuteur. Oui. Ils vont être bien en me disant, moi, là, dis-moi quoi faire. C'est comme quand je cuisine, Oui. mon chum à côté de moi, il me dit, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je coupe. Il est très bien dans ce rôle-là. Il aime bien mieux couper des légumes que diriger le repas sur quelque chose. Oui. Fait que, tu sais, des fois, c'est Selon dans quoi selon on dans est. quoi on est. Oui. C'est pas tout le monde, là. On s'adresse. Il y en a des gens pour qui vont dire, moi, je serai jamais dans une Ouais. posture de leadership. Ça m'intéresse pas dans le cadre d'un travail. Ils vont l'être dans leur vie personnelle, à travers Oui. des enfants, mais... Mais d'où quand même l'importance de la connaissance de soi, parce que si c'est moi qui est en dessous de cette autorité-là, puis je me connais, je peux faire, j'ai pas à chialer contre cet environnement-là qui c'est comme ça, l'autorité à cet endroit-là, mais je ne fit pas. Donc, j'ai même pas besoin de leur en vouloir. Je vais juste faire, hey, je suis pas dans le bon emploi. Moi, j'ai besoin d'un endroit où je vais participer, qui est un autre type. Ben, qui est le deuxième. Tu Oui. m'amènes au deuxième, qui est le type démocratique, en Oui. fait. Donc, le leadership démocratique, c'est la participation. Mhm. Ça veut dire qu'on demande l'avis des autres, on travaille en équipe, on veut que tout le monde se sente à l'aise, on va avoir des points communs, on va faire prendre nos décisions avec la collaboration des gens dans notre équipe. Donc, c'est un Oui. leadership démocratique. Le troisième, c'est le leadership du laisser-faire. Celui-là, honnêtement, je ne le connaissais pas tant. Puis quand je l'ai lu, j'ai fait « Ah, je comprends ». Le mot le dit, là, c'est laisser faire. Donc, ça va souvent être adapté, exemple, dans des situations où des gens travaillent souvent ensemble. Des équipes que ça fait une dizaine d'années qui travaillent ensemble. Moi, je pense beaucoup au milieu artistique, là, où j'ai eu certains de ces modèles-là. C'est, oui, il y a un leader, mais il n'est pas tellement présent parce qu'il fait confiance beaucoup aux membres de son équipe qui sont habitués, puis tout ce qu'il veut, c'est que les choses soient faites. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de regard sur ce qui se passe. Il laisse les choses aller.
Donc, souvent, ça va être bien dans des contextes où les gens sont habitués, ils ont une grande expérience. Oui, et là, c'est ça. C'est que, par contre, assure-toi de à qui tu délègues. Parce Ouais. que laisser faire, déléguer, faire confiance, puis ne pas être présent, selon moi, il y a quand même quelque chose à ramener dans faut que tu sois un peu là. Ça, c'est Mhm. mon avis, là, ou même beaucoup là. Mais si c'est vraiment dans laisser faire, on est souvent dans du contractuel, dans des trucs comme ça, Ouais. ou des gens qui sont dans la création artistique parce qu'ils doivent concevoir, doivent créer, donc ils sont dans un univers personnel. On va plus le voir là. Ou j'ai délégué la tâche, elle est claire, tu la fais comme tu veux, je te laisse faire. Puis si je vois qu'à chaque fois c'est bien fait, j'ai confiance. Mhm. Mais laisser faire, ça, c'est un peu comme l'anarchie. Tu sais, Oui, oui. faut C'est un peu juste, utopique, mais tu sais, oui, c'est comme si faut c'est nuancer ce que faut ça veut dire. nuancer ce que Oui, je veux dire, mais on comprend. Tu sais, on va le voir des fois dans les trucs de jeux vidéo. C'est oui, des équipes tissées serrées qui travaillent ensemble depuis longtemps. C'est comme s'il n'y a pas nécessairement un leader. On va avoir un patron, là. oui, Il y a quelqu'un en posture d'autorité, mais c'est très... je l'ai plus vu dans des milieux oui, artistiques, c'est ce qu'on mettons dit pour dans le l'instant. créatif. C'est ça. Oui, Et le dernier qui nous intéresse beaucoup et qu'on va développer, en fait, à peu près dans oui, chacune des émissions, c'est le leadership transformationnel. oui, Où là, ce qui est intéressant, c'est on vise le dépassement individuel des gens, mais également le dépassement de l'entreprise. oui, On s'en va vers des objectifs communs, mais on s'intéresse à ce que tout le monde se transforme, se développe, oui, développe leur courage, oser être oui. à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisation. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans le leadership transformationnel, peu importe le nom qu'on met là-dessus, Oui. c'est du leadership humain, en fait. C'est toute la partie empathie, compassion, conscience de l'autre, conscience de soi, conscience de ce qui se passe dans la relation. Puis ça, on va l'aborder dans un prochain épisode. J'ai quand même envie de terminer en disant, bon, moi, tu le sais, j'ai une entreprise, j'ai une école. Il faut un peu de tout ça quand même. Mhm. C'est sûr, moi, le coaching transformationnel, il est au cœur de ma vie personnelle est au cœur de notre job de thérapeute, de coach, mais il est aussi au cœur de mon équipe. Mais j'ai de l'autocratique il y a des décisions qui vont être prises, puis à un moment donné, c'est moi qui les prends. Puis si la personne dans l'équipe n'est pas bien avec mes valeurs, elle va pouvoir quitter, mais il peut y Mm. avoir un respect là-dedans parce qu'au final, comme c'est mon entreprise, il y a des bouts où je vais décider que c'est ça. Il y a de la démocratie parce que je vais aller chercher des idées, je vais aller chercher les avis. J'aime travailler avec plusieurs têtes pour finir par prendre une décision qui, parfois, c'est même pas la... Bien, ça finit par être la mienne, mais Mhm. c'était pas mon idée au départ, puis c'est l'autre qui l'a amené. Donc, il y a de la participation. Il y a un aspect lâcher prise parce que moi, j'aime déléguer puis de faire, ça, c'est sa zone de créativité. Moi, je vais lui donner mes trucs. Là, à part là-dedans, elle arrive avec ça, il y a un rendu qui est extraordinaire. Mhm. Puis chacun se sent leader dans son affaire et le transformationnel qui est là. Selon moi, il faut de tout. Oui. Ça revient un peu à comme celui qui est très humain mais qui a zéro cadre ou celui qui a full cadre puis il a zéro psychologie. C'est un peu l'ensemble de tout ça Oui. qui fait souvent les meilleures ambiances, les meilleures équipes Tout à fait. et tout ça. Donc, j'espère que ça vous a éclairé, de comprendre un peu plus ou d'avoir... Tu sais, des fois, c'est juste de mettre des mots sur « Ah oui, OK, il y a 4 types. » Puis là, j'en ai nommé 4, il y en a plein. D'aller voir aussi les habiletés, vos aptitudes. Donc, posez-vous la question, c'est quoi votre habileté dominante dans tout ce qu'on a nommé aujourd'hui? C'est quoi le type de leadership qui vous intéresse le plus peut-être ou qui est dominant dans votre manière? Parce que comme Stéphanie elle a dit, on peut être dans tout ça, mais il y a souvent un plus qu'on va utiliser. On a une petite tendance. Donc, c'est quoi pour toi? Et on va vous revenir dans un prochain épisode parce qu'on va vous parler, on va aller encore plus loin dans la gestion humaine, la gestion des émotions quand tu es dans un poste de leadership ou quand tu es dans une posture d'autorité. Ça, c'est très intéressant. Et je vous le dis tout de suite, restez à l'écoute parce que ça va être des sujets sensibles, des sujets qui peuvent vous faire réagir aussi. On va parler de ce qu'on a déjà vécu, mais on va vous demander aussi de vous regarder. Puis c'est un peu ça le but des podcasts de La Grande Vision. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci, à bientôt. Merci Stéphanie. Merci tout le monde.